10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour faire comme un truc qu'on fait quasiment chaque été, ma liste des 10 équipes à suivre. Alors, trêve internationale en ce moment, un match qui m'a mis de super bonne humeur, France-Irlande, c'était assez cool hier soir. Et du coup, ça nous offre un petit moment de répit pour prendre du recul sur ce début de saison qui est foufou, qui est génial je trouve. Et parler donc de ma sélection, les équipes à suivre cette saison. J'ai voulu la sélection la plus honnête possible. C'est vraiment des équipes que je vais suivre, pas forcément chaque semaine. Il y a plein d'équipes, voilà, vous voyez ici le logo de Galatasaray. Ma 10e équipe, c'est le PSV Eindhoven. C'est pas des championnats que je regarde, que je vais regarder. Mais ils vont jouer des matchs high profile en Europe. C'est des équipes qui sont intéressantes pour plein de raisons. Donc voilà, c'est une liste honnête, je vais dire. Il y a quelques clubs, quelques choix de hipsters peut-être. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment regardable. Et bon, j'en ai choisi 10. J'aurais pu en mettre 30 si votre club n'y est pas. Le prenez pas personnellement. Sans doute si sa situation est intéressante ou que ça joue bien, sans doute qu'il est dans ma liste mentale. Mais il a fallu affiner un petit peu. À la 10e place, donc comme je disais, le PSV Eindhoven. Pourquoi? Parce que ça joue vraiment super bien. Ils étaient entraînés par Van Nistelrooy l'année dernière. Là, c'est Peter Bosz qui a repris les commandes. Le foot attractif, offensif, il est vraiment là cette fois. Ouais, franchement, il y a une pression qui est intense. Il y a un jeu avec ballon qui est bien léché. Il y a des buts à foison. Ils ont mis 7-2 au Sturm Graz sur ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Et ensuite 7-3 aux Rangers quelques semaines plus tard. Ils ont battu le Vitesse Arnhem 3-1. Ils ont mis 4-0 à Waalwijk. Donc ils font des erreurs, mais ça donne des matchs qui sont toujours très très prolifiques. C'est des matchs qui sont riches en buts. Et on sent qu'ils peuvent faire une belle saison, vraiment. Ils ont gagné la Coupe des Pays-Bas contre l'Ajax fin de saison dernière. Ils ont gagné du coup le Trophée des Champions, l'équivalent, le bouclier Johan Cruyff contre le Feyenoord là en début de saison. Donc franchement, quoi, ils pourraient aller chercher le titre national. Et en plus, ils ont gardé par exemple Yohan Bakayoko. Ça, je trouvais que c'était un moment très fort de leur intersaison. Sur les derniers jours, Bakayoko, malgré la belle proposition de Brentford qui reste au PSV Eindhoven, notamment pour avoir l'exposition de la Ligue des Champions, bien performé en Europe. Ils ont un très beau 11. Saibari, que je découvre, le numéro 10 marocain, là, de quoi, 22, 23 ans, un truc comme ça, qui est assez sous-coté, je trouve, hyper intéressant. Noah Lang et Bakayoko, du coup, sur les ailes. Il y a encore Luc de Jong qui plante beaucoup dans son registre. Verman, qui fait un super début de saison au milieu de terrain. C'est dommage que Sangare soit parti, mais franchement, ils ont une belle équipe, même au milieu. Serginho Dest à droite, Boskagli en défense centrale, le français. Il y a Walter Benitez aussi dans les buts. Franchement, ça joue bien, c'est ambitieux comme style, et on va vraiment avoir l'occasion de les voir. Comme je dis, moi, j'ai pas regardé beaucoup d'Eredivisie, mais il y a ce groupe B de Ligue des Champions en compagnie du RC Lens. Ça va nous offrir un match où deux équipes qui pressent de manière extrême. Ça risque d'être très très sympathique et énergique comme rencontre, avec Arsenal aussi. Franchement, le PSV peut sortir de son groupe et je trouve faire plutôt un beau parcours en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que je les mets à suivre. Et même s'ils font 3e, ils peuvent faire aussi un très très beau parcours en Europa League. Le PSV, je garderai un petit œil dessus cette saison. À la 9e position de mon classement, Galatasaray. Galatasaray tout simplement parce qu'il y a eu un mercato qui est quasiment saoudien. Genre les gars, ils ont quand même pris Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele qui est arrivé, il y a Tété aussi. Ils avaient déjà Mauro Icardi, mais ils l'ont transformé en transfert définitif. Des gars comme Demirbay, même Angelino, c'est super, Bakambu, ok. Et ils avaient déjà un effectif assez bien fourni avec des gars comme Dries Mertens, avec des gars comme Sergio Oliveira, que j'avais bien kiffé à Porto. Je me souviens de son très très gros match contre la Juve il y a quelques années. Lucas Torreira aussi, le français Sacha Boey. Donc finalement, cet effectif, voilà, il est plein de noms qu'on connaît. Juste voir des associations Zaha, Tété, Ziyech, Icardi, Dries Mertens, ça me donne envie de regarder. Je sais pas à quel point ça va marcher. Le coach, je sais pas si c'est un super coach, Okan Buruk, j'avoue, je connais pas trop. J'ai vu qu'il a coaché uniquement en Turquie. Je sais pas si ça va marcher Galatasaray, mais dans tous les cas, franchement, ça va être intéressant, divertissant, et on va vraiment avoir l'occasion de les voir, encore une fois, même si je regarde pas de championnat turc personnellement. Ils sont dans le groupe du Bayern, de Manchester United, on va avoir l'occasion de les voir, notamment parce que c'est sur des bons fuseaux horaires, comme à Istanbul, il y a un décalage d'une heure, ils sont une heure plus tard que nous. Souvent, l'UEFA, quand ça se joue à Istanbul, les fait jouer à 18h45. Donc typiquement, c'est le cas contre Copenhague, mais c'est aussi le cas contre le Bayern, contre United, donc c'est vraiment des matchs où on va
va même pas avoir besoin de choisir et de sacrifier un gros match de 21h. Typiquement, il me semble que contre le Bayern, c'est juste avant Lens PSV par exemple, ça fait un apéritif sympa. Voilà, vous voyez mon calendrier, les backstage de la chaîne. C'est un match que je vais regarder, je sais pas s'il y aura une vidéo entière sur la rencontre, ouais, sauf si c'est hyper intéressant, mais c'est sûr qu'on va dire quelques mots de Galatasaray cette saison. Pareil, la réception d'United pour Galatasaray, c'est juste avant Arsenal-Lens, donc c'est vraiment des matchs qu'on peut vraiment regarder. Voilà pour Galatasaray. À la 9e position, ok, 8e place, la Norvège, ça c'est un truc un peu spécial, oui, une sélection. Je sais pas combien d'entre nous vont regarder beaucoup de matchs de la Norvège, mais je pense que leur situation est vraiment à suivre, tellement cruciale, parce qu'ils doivent se qualifier pour l'Euro. Franchement les gars, l'Euro doit avoir la Norvège d'Erling Haaland et de Martin Odegaard, ça me ferait tellement mal qu'ils y soient pas. Et pourtant, ça en prend pas la bonne direction. Déjà, la Norvège, en compétition internationale, c'est un peu une anomalie. Ils se sont pas qualifiés pour une compète au 21e siècle, parce que l'Euro 2000, officiellement 2000, c'est pas exactement le 21e siècle. Et la dernière Coupe du Monde, c'était en 98. Ils ont joué 3 Coupes du Monde dans leur histoire, 94, 98, 38, et un seul Euro en 2000. C'est très rare d'avoir la Norvège, mais là, cette Norvège-là, on doit les avoir. Ça semble absurde de ne pas les avoir. Pourtant, c'est très mal embarqué pour eux. Dans leur groupe A là, de qualification pour l'Euro, ils ont 4 petits points après 4 matchs. Et ils ont bouclé leur phase aller, ils ont joué tout le monde. Défaite contre l'Espagne 3-0. Match nul contre la Géorgie de Mikotadze, Kvaratskhelia, un partout à Tbilissi. Contre Chypre, ok, ils ont emporté leur seule victoire, mais malheureusement, il y a eu 7 défaites en Norvège en plus contre l'Écosse, alors qu'ils menaient 1-0 à la 87e, ils se font renverser sur la fin, et du coup, ça les met dans une posture très compliquée. Après 4 matchs, ils ont que 4 points, c'est les 2 premiers qui se qualifient, donc ouais, ça met la Norvège dans une position extrêmement complexe. Ça veut dire sans doute pour eux aller remporter les playoffs, où ils n'ont pas une place garantie. Ils ne sont pas garantis d'être en playoffs, parce qu'ils n'ont pas acquis une place via la Nations League. Ils n'ont pas fini premier de leur groupe de Nations League. Pour l'instant, ils obtiendraient une place, parce qu'en gros, il y a des équipes qui ont cette place de playoffs, mais qui vont sans doute se qualifier via les qualifs classiques. Pour l'instant, ils font partie des repêchés et ils pourraient avoir une place en playoff, mais même les playoffs, ça veut dire faut gagner ta demi-finale, faut gagner ta finale. Donc c'est une situation très complexe pour la Norvège. Et au-delà en plus d'Erling Haaland, de Martin Odegaard, franchement, ils ont 2-3 gars. Frédéric Arnsnes du Benfica, qui est super, Sanderberg aussi, Christopher Ayer, mais je veux dire les latéraux, Julian Ryerson, et ils ont, où est-ce qu'il est, Birger Meling aussi. Ils ont quelques gars, ils ont même une petite génération qui arrive avec Antonio Nusa, j'ai vu, il a marqué contre la Jordanie hier soir. Ils ont 2-3 autres gars aussi, Oscar Bob, dont je parlais l'autre jour, le jeune ailier de 20 ans de Manchester City, qui a été élu 2 fois d'affilée joueur de l'académie, bon, qui pourrait commencer à avoir des minutes, peut-être une sélection bientôt. Ils ont Andreas, il faut que je relise mes notes pour la prononciation, Schelderup, qui est un peu la sensation de Football Manager, aussi une pépite offensive qui arrive. Donc ouais, ils ont du talent, ils ont battu la Jordanie, j'ai vu 6-0 hier, comme je le disais, avec ce but de Nusa. Ils ont quelques bonnes équipes dans leur championnat en plus, Bodo Glimt, Molde. Le football norvégien, franchement, a du potentiel, mais pour l'instant, elle est vraiment très compliquée. Ce parcours de qualif est extrêmement difficile. Et je vais dire, il faut vraiment qu'il se qualifie. Ce serait pour moi un peu un drame d'avoir un Euro qui se joue sans Erling Haaland, le joueur UEFA de la saison, qui participerait pas à la grande compétition UEFA. Rendez-vous en mars sans doute pour en parler. Bon, et si vous êtes le hipster footballistique total, vous pouvez même zapper Allemagne-France mardi prochain à 21h et vous branchez sur Norvège-Géorgie qui se joue à la même heure. Ça c'est vraiment la classe. Là, je vous respecte. Ce sera pas du tout mon cas. Mais voilà, en tout cas, la situation d'ensemble de la Norvège, pour moi, est à suivre cette saison. Leipzig que j'ai mis à la 7ème position juste parce que ça joue super bien quand on regarde leur dernier match. Non seulement ils ont éclaté le Bayern en Supercoupe, mais derrière, oui c'est vrai, ils ont perdu contre Leverkusen, mais Leverkusen on en reparle dans quelques minutes. Sinon, 5-1 contre Stuttgart, et ils ont battu l'Union à Berlin 3-0. Il y a trop de joueurs intéressants, on en parle sur les récaps du week-end à chaque fois, mais voilà, cette triplette Olmo, Simons, Openda, c'est hyper kiffant. En plus, maintenant il y a Benjamin Sesko qui a été recruté, qui a fait une entrée remarquable l'autre jour, qui a planté un doublé, peut-être qu'il va les rejoindre et qu'on va avoir un quatuor assez extraordinaire. C'est un club qui a vendu pour 240 millions d'euros cet été Gvardiol, Nkunku, Zoboslai, Konrad Laimer qui est parti libre aussi.
Mais entre Openda, Simon, Sesko, Baumgartner, mais aussi des gars comme Castello Luqueba aussi, qui a commencé à avoir des minutes, qui est rentré l'autre jour. Ouais, il y a beaucoup de joueurs à suivre. Est-ce qu'ils peuvent être challengers pour le titre? Franchement, pour moi, ils sont dans la course avec le Bayern, avec Leverkusen. Je dirais c'est ça le top 3. Je suis un peu déçu par Dortmund pour l'instant sur ce début de saison. Mais on va les voir en Ligue des Champions. Pas dans le groupe le plus excitant, mais pour moi, ils font deuxième, je vais dire, sans trop de problèmes. Ils sont net favoris à cette deuxième place. Derrière, donc, on devrait les avoir en huitième de finale et potentiellement faire un beau parcours derrière. C'est pas du tout exclu pour moi avec cette belle équipe de Leipzig. Donc ça en fait une équipe à suivre. Comme Brighton, finalement, j'ai l'impression à chaque saison, on fait ces listes. Il y a Leipzig, il y a Brighton. Brighton, ils sont toujours à suivre parce que ça joue un football exceptionnel. C'est une des équipes les plus divertissantes à regarder. Une moyenne de buts 4,5 dans leur match, 4,5 dans leur match sur ce début de saison. Mitoma est en feu comme d'habitude. Franchement, il est assez extraordinaire. Mais maintenant, il y a aussi la pointe de 18 ans, Evan Ferguson. Si tout va bien, il sera vendu à Arsenal 150 millions d'euros cet été. Bon, je sais pas, mais il y a peut-être un club de Première Ligue qui a besoin d'un neuf, qui aura les moyens de l'acquérir. Autant le suivre dès maintenant à Brighton. Puis au-delà de leurs autres pépites qu'on connaît, les Enciso par exemple, dommage qu'ils soient blessés, Buonanotte dont je vous parle depuis un moment, en lequel je crois, Billy Gilmour par exemple. Bon, bah ne serait-ce que cet été, ils ont pris Ansu Fati en prêt. Ça c'est quand même une histoire qui donne envie d'être suivie. Ils ont pris Carlos Baleba aussi de Lille, un gars en lequel je crois pas mal. Et en plus, on va les retrouver en Europa League, dans le groupe de l'OM, dans le groupe de l'Ajax, avec encore une fois, de vrais matchs à forte exposition. J'aime beaucoup le créneau 18h45. On a un OM Brighton à 18h45. Il me semble le 5 octobre. Donc voilà, des matchs à regarder. En Première Ligue chaque week-end, ils valent la peine d'être suivis. Est-ce qu'ils peuvent même aller rêver du top 4? Ce qui serait fou et hyper intéressant. Plein de raisons de suivre Brighton, la meilleure attaque de Première Ligue pour l'instant cette saison avec 12 buts marqués en 4 matchs. Chelsea, ah là là, Chelsea, tellement de choses à dire sur Chelsea, plus d'1 milliard de dépenses sur les 3 derniers mercatos, tout ça pour finir 12e saison dernière. C'est un club de pur divertissement. Perso, je crois en eux, comme vous le savez. J'ai fait cette vidéo, mon prono de Première Ligue, où je les ai mis très haut, et c'est un vrai risque et pris. Les bookmakers, là, les voient 7e. Leur position attendue, c'est 7e de Première Ligue. Moi, je les vois aller beaucoup plus haut. On verra en tout cas plein de joueurs intéressants, de jeunes pépites, des joueurs à suivre, comme Nico Jackson par exemple, qui je trouvais un vrai gros talent, mais tellement brut. Donc ne serait-ce que sa trajectoire est assez fascinante. Pour l'instant, je devais dire comptablement, je les trouve très mal payés, mais fondamentalement, le niveau de jeu me plaît. Et surtout, je trouve la marge de progression énorme. Genre, si ça se met à marcher, je pense que ça peut marcher très fort dans une Première Ligue qui est extrêmement compétitive pour le top 4, mais où on n'a pas non plus un deuxième clair et net. Donc voilà, comme vous savez, je pense que Chelsea, ça peut faire un truc intéressant cette saison. Si ça marche, c'est divertissant. Si ça marche pas, c'est presque encore plus divertissant parce que c'est la vraie catastrophe industrielle. 2 saisons de suite, par exemple, en dehors du top 4, voire du top 6, ce serait quand même un truc incroyable. Donc dans les deux cas, il y a des raisons de suivre Chelsea, que vous les aimiez, que vous les détestiez. C'est un club qui donne envie d'être suivi cette saison. Et encore plus personnellement parce que je me suis tellement mouillé sur eux que j'ai envie de regarder tous leurs matchs et de les soutenir, d'espérer qu'ils ne me rendent pas ridicule. Ça va être un motif de ma saison 2023-2024. Donc forcément, pour moi, Chelsea fait vraiment partie des équipes à suivre. Comme le Bayer Leverkusen, pour d'autres raisons, simplement parce qu'ils sont très chauds. Un peu comme le PSV tout à l'heure, ça joue juste un football extrêmement ambitieux et attirant, offensif. Xabi Alonso en train de donner une saison hyper intéressante, peut-être sa dernière avant d'aller rejoindre Liverpool, surtout peut-être le Real Madrid. Franchement, qu'il soit le prochain coach du Real Madrid, ça ne me surprendrait pas. On a aussi Victor Boniface qui est en train de faire un début de saison tout feu, tout flamme, qui vient d'arriver. Déjà 4 buts et 2 passes décisives pour lui en 3 journées. C'est peut-être un des grands attaquants de Bundesliga, peut-être un des grands attaquants européens que tout le monde va s'arracher l'été prochain par exemple. Donc ça c'est à suivre. On a Florian Wirtz qui a l'opportunité enfin de faire une saison pleine, entière, post-rupture des ligaments croisés, avec l'Euro 2024 en ligne de mire où il pourrait avoir un rôle fondamental avec l'Allemagne. On a Jeremy Frimpong qui est un joueur passionnant, lui dans une situation tout autre avec les Pays-Bas, ça aussi c'est une des histoires à suivre pour moi de 2023-2024. Il y a tous les autres, Leverkusen c'est passionnant, ils jouent le Bayern en plus au retour de la trêve internationale dès vendredi 20h30. Dommage que leur groupe d'Europa League soit un peu bof, Karabag, Molde, Aken, mais sans doute qu'ils iront loin en Europa League, je les vois faire une belle saison en Europa League, donc rendez-vous au printemps pour peut-être un beau parcours européen. En tout cas Leverkusen, juste ça joue bien quand on se pose devant leur match, en général on le regrette pas. Troisième position, on monte sur le podium, Tottenham, vous le savez, j'ai un gros kiff sur Tottenham sur ce début de saison, encore une fois, ça joue super bien.
Postecoglou est arrivé avec des principes hyper ambitieux et ça donne des matchs délicieux. J'en ai fait une vidéo entière, 20 minutes d'analyse détaillée, technique, spécifique de pourquoi Tottenham joue aussi bien sur ce début de saison. Et en plus, au dernier match, on a vu Heung-min Son titularisé à la place de Richarlison. Si tu mets Solomon à gauche, Son en pointe et que ça règle ton problème de pointe avec le départ d'Harry Kane, peut-être qu'ils ont trouvé leur solution. En plus, il y a Brennan Johnson qui est arrivé pour 50 millions. Il y a Destiny Udogie, je trouve que c'est un super talent. Ce qu'il fait pour l'instant sur ce début de saison, je trouve assez extraordinaire. Je le mettrais dans le top 3 sans doute des talents élites de Tottenham, en compagnie d'un gars comme James Maddison qui fait lui aussi un super début de saison. Un vent de fraîcheur à Tottenham, dans ce Tottenham sans Kane, qui change un petit peu de dynamique, mais ça joue super bien, c'est kiffant à suivre. Ils n'ont pas d'Europe, c'est dommage, j'aurais bien aimé les voir en Ligue des Champions, mais c'est vrai aussi que le fait de ne pas avoir de Ligue des Champions va sans doute les aider. Donc ouais, très intéressant, début de saison fantastique. Comme l'AC Milan, j'ai envie de dire, ils ont fait un super mercato, se sont vraiment renforcés, avec en plus un rapport qualité-prix assez extraordinaire, et quand je les vois, juste l'impression visuelle est bluffante. C'est un truc dont j'ai souvent parlé, donc je commence à me répéter, mais athlétiquement, physiquement, ils sont au-dessus de tout le monde en Serie A. Ils avaient déjà Leao et Théo Hernandez sur le côté gauche pour la vitesse, la percussion. Maintenant, ils ont la puissance physique de Loftus-Cheek dans le demi-espace droit et sa combinaison avec Pulisic qui apporte tellement de vitesse, de percussion sur ce flanc, ça en fait une équipe beaucoup plus équilibrée sur la largeur qu'il l'était il y a quelques saisons où ça penchait vraiment beaucoup à gauche. Maintenant, ils ont aussi des armes à droite et puis derrière, ils ont un gars comme Malik Thiaw, comme Tomori aussi, on a vu physiquement son bagage pour contrôler la profondeur, par exemple contre Belotti, contre la Roma, mais même juste dans les duels. Et en plus, sa saison est intéressante parce que la dernière, c'était pas top. Mais voilà, il y a une belle charnière centrale, un entrejeu très fourni, avec Reinders aussi dont on n'a pas parlé. Ils peuvent faire entrer en cours de match des gars comme Younous Moussa aussi, qui apporte tellement de percussion, de projection au cœur du jeu. Et il y a Raphaël Leao, qui est toujours aussi extraordinaire, qui en plus a prolongé. Tout ça, voilà, on le voit ici, c'était n'importe quoi cette action. Tout ça en étant dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Donc ça fait tellement de raisons de suivre l'AC Milan. C'est absolument passionnant. Ils sont leaders de Serie A en ayant remporté leurs 3 premiers matchs. Ils sont co-leaders avec l'Inter qu'ils rencontrent au retour de la trêve samedi à 18h, ce qui va être un match extraordinaire. L'Inter, j'aurais pu les mettre dans mon top 10 aussi, parce qu'ils m'intéressent beaucoup. Mais voilà, j'en ai choisi un, j'ai choisi un Milan, c'est l'AC Milan, qui je pense peut faire une vraie belle saison. Et enfin, à la première place, j'ai mis le PSG. Choix controversé peut-être pour certains, je vais vous expliquer un peu mon raisonnement par rapport à Paris. Déjà, il y a une base très subjective, assez claire, c'est que quand tu es créateur de contenu francophone, le PSG, c'est le club le plus intéressant. Déjà, c'est celui qui fait le plus d'audience parce que vous êtes beaucoup à être supporter du PSG, mais aussi tout simplement parce que c'est celui qui nous offre le plus de moments intéressants. C'est le seul club français, en général, qui va loin en Ligue des Champions. Et aller loin, pour les clubs français, c'est pas si loin que ça, c'est juste les tours à élimination directe, juste être là en février-mars. Bon, l'OL, mon OL parfois est pas mal, quand ils y sont, ça fait un moment. Mais le PSG, voilà, c'est le club qui nous offre des moments intéressants en Coupe d'Europe, des moments très divertissants parfois. C'est le seul club français, voilà, texto, qui a pour ambition de gagner la Ligue des Champions, même si pour l'instant ça se passe hyper mal, c'est le seul club français qui a cette ambition. Les mercatos sont délirants, donc il y a plein de recrues intéressantes. Voilà, c'est juste un club qui est au centre de l'attention, qui est, comme je dis, le centre de gravité du foot français, donc qui donne envie d'être suivi pour cette raison. Et du coup, à la fin de l'année, quand j'ai fait cette saison en 2023, l'année 2023, je pense que je vais finir avec 300 vidéos à peu près. Bah, comme sur les 300, j'en ai consacré peut-être 40, 50 au PSG de près ou de loin, ça fait que mécaniquement c'est une équipe que j'ai beaucoup suivie, sur laquelle je suis rentré en profondeur et qui est devenue intellectuellement très intéressante pour moi. Je pense que c'est l'équipe que je maîtrise le mieux de toutes celles que je couvre, si on accepte mon Noël. C'est l'équipe sur laquelle j'ai le plus de billes, qui m'intéresse le plus, parce que quand tu rentres en profondeur dans un sujet, bon, généralement ça t'intéresse encore plus, c'est un peu le cercle vertueux de la curiosité. Donc voilà, pour le Paris Saint-Germain, je dirais, c'est un club qui est toujours au cœur de ma saison, au centre de mon intérêt, mais il l'est encore plus cette saison. Il est encore plus cette saison parce que dans l'ensemble, je trouve que le mercato a été très bon. L'effectif me parle beaucoup plus que l'année dernière. Enfin, on voit les prémices d'un jeu moderne, agressif sans ballon par exemple, quand je vois ces séquences, même si celle-ci en l'occurrence, elle m'a fait mal contre mon Noël, mais c'était pareil contre Toulouse, voilà, c'est tellement similaire. Ugarte, dans cette position-là, ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, je trouve ça génial. Contre Lorient, on l'avait vu aussi. En général, les équipes de grosses possessions peuvent avoir tendance à m'ennuyer, mais quand ça tranche dans le dos d'une équipe qui est venue presser, qui a été agressive, comme le RC Lens il y a quelques jours, ouais, bah ça j'adore. Mbappé, Dembélé dans les grands espaces, c'est un régal. Kolo Muani aussi, je pense que ça va être assez divertissant. Finalement, c'est en plus la triplette de l'équipe de France. C'est un peu l'attaque des Bleus
qu'on a chez nous dans notre championnat. Donc non seulement, honnêtement, je prends du plaisir devant leur match, cette saison, je prends du plaisir devant leur match, l'équipe me plaît, mais en plus, on a eu la chance qu'ils soient tombés dans le groupe de la mort. Donc voilà, en vrai, on va vivre un automne 2023 incroyable avec le PSG, ça c'est cool, ça va être que des matchs de phase de groupe énormes, et en plus, ils peuvent finir 3e ou 4e de ce groupe, ils sont pas du tout assurés de se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions, je pense qu'ils vont le faire. Avec pour moi l'AC Milan, je mettrais PSG 1, Milan 2 ou l'inverse. Milan peut faire 1, peut-être Newcastle en 3 peut-être, et Dortmund en 4. C'est un petit peu mon prono, ce que je disais dans la vidéo, de réaction Ligue des Champions. Mais honnêtement, le PSG peut faire 3, même le PSG peut faire 4, c'est pas du tout impossible. Donc ça va être juste absolument fascinant. C'est dommage qu'ils dominent à ce point-là la Ligue 1, franchement c'est un vrai problème, ça je vais pas arrêter de le dire, c'est un problème que le PSG soit aussi dominateur en Ligue 1, même si la saison dernière ça joue à un point, même s'ils ont lâché des titres ici et là, t'as la sensation que dans une bonne année pour Paris, s'ils sont sérieux, il n'y a pas vraiment de course au titre. Ouais, même si Monaco cette saison, sympa, il y a un PSG Monaco qui arrive d'ailleurs dans quelques semaines qui va être kiffant à suivre. Mais voilà, juste le PSG, parce que subjectivement, c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas à quel point j'ai un rapport d'affection, c'est intéressant. Je crois que quelque part quand tu es supporter lyonnais, tu peux pas vraiment profondément aimer le PSG, mais en même temps, il n'y a pas cette rivalité monstrueuse comme il y a pu l'avoir avec d'autres clubs, donc je suis peut-être un peu sympathisant parce qu'à force de les suivre en Coupe d'Europe, tu vois typiquement quand ils sont éliminés sur des scénarios divertissants, il y a une partie de moi qui trouve ça marrant. Il y a une partie de moi qui est un peu embêtée quand même, genre j'aimerais que ça continue d'aller loin, j'aimerais que l'histoire change autour de Paris, j'aimerais vraiment que l'histoire change autour de Paris, j'aimerais qu'ils aillent gagner la Ligue des Champions. Moi j'ai aucun souci à voir le PSG gagner la Ligue des Champions, au contraire c'est un truc que j'aimerais voir. Surtout cette équipe-là, qui pour moi présente un visage sexy, intéressant, moderne, mériterait plus de le faire. On va voir avec leur performance, et l'histoire de cette saison, elle n'est pas prête d'être écrite. Il y a encore beaucoup de rebondissements qui nous attendent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que mon intérêt pour le Paris Saint-Germain, et même au-delà de cette saison où ça se met à bien jouer, mon intérêt pour le Paris Saint-Germain, il est sincère. C'est pas une question juste de faire des vues. C'est vrai, on va pas se mentir, les vidéos sur le PSG, elles font plus de vues, c'est très cool, c'est super pour la chaîne. Mais c'est vraiment un intérêt sincère, une curiosité réelle. Et ouais, juste, c'est une équipe que je trouve intéressante à suivre parce qu'il se passe toujours des trucs en dehors des terrains, sur les terrains. Et parce qu'en Ligue des Champions, c'est celle qui nous offre le plus de moments forts en positif comme en négatif. Comme vous êtes nombreux à supporter Paris, je trouve aussi que les vidéos où on traite du PSG, c'est là qu'il y a le plus de débats intéressants dans les commentaires, où ça va le plus loin entre vous dans vos discussions. Donc ouais, juste le PSG pour moi c'est toujours un club passionnant à suivre, cette saison plus que jamais. Ils sont tout en haut de mon classement. Alors j'ai mis personne d'autre en Ligue 1 parce qu'il y a ma vidéo prono de Ligue 1, classement de Ligue 1 qui arrive très très vite dans quelques jours. Et j'avais pas envie de trop spoiler, si j'en dis trop ça commence à un peu trop spoiler le classement. Et on va avoir vraiment l'opportunité de rentrer en détail pour chaque club très vite. Donc voilà, franchement il y a plein de clubs français hyper kiffants à suivre que j'aurais pu mettre dans mon top 10. Mais j'ai voulu ouvrir un peu et préserver un petit peu mon classement. J'ai pas mis de club de Liga aussi, vous avez remarqué. Parce qu'au-delà du Real et du Barça, franchement, je suis honnête, c'est pas le championnat que je suis le plus. Mais l'Atlético Madrid, sans doute, aurait pu avoir une place dans ce top 10. La Real Sociedad, dont j'ai parlé il y a quelques jours quand même. Girona aussi qui fait un bon début de saison. J'ai pas parlé de l'Inter Miami non plus, parce que voilà, même si l'histoire de Messi, elle est kiffante et tout, ça me fait plaisir pour lui, Mais je suis honnête, je vais pas me réveiller à 3h pour regarder des matchs de MLS. Donc c'est pour ça, il y a déjà suffisamment à faire avec le foot européen. C'est la même raison pour laquelle j'ai pas mis de club saoudien, avec lesquels j'ai pas vraiment de lien, d'affection. Ouais, les histoires de certains joueurs m'intéressent, et encore pas plus que ça, je pense qu'il y a déjà pas mal de matière sur le foot européen, et aussi sur le foot international de sélection. J'aurais pu mettre d'autres sélections, mais j'ai pas eu envie aussi de trop préempter les tournois internationaux qui arrivent. La Norvège, ça m'intéresse pour le parcours de qualification. Après, les vrais tournois, ça on aura l'occasion d'en parler aussi. Mais sur le parcours de qualif, est-ce que la Norvège peut le faire? Ça, c'est une des histoires à suivre pour moi de ce début de saison. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.